Une armée européenne est un concept qu'on nous fait miroiter depuis des années. La défense européenne est une question difficile à aborder. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté pour chaque État membre, mais aussi un enjeu économique et enfin technologique, car l'innovation passerait par le militaire. Jamais le monde n'a technologiquement autant progressé que pendant les 2 guerres mondiales, avec des innovations ensuite retranscrites dans le civil. Cependant, jamais les pays européens, l'Union européenne et les industries de défense n'ont autant collaboré sur le militaire qu'aujourd'hui. C'est là qu'on voit en tout point l'importance primaire de l'industrie de défense. Néanmoins, celle-ci est depuis la fin de la guerre froide négligée, production revue à la baisse, perte de compétences ou encore licenciement. Entre 1991, date de chute de l'URSS, jusqu'à peu, l'industrie de défense européenne a été reléguée au second plan par volonté des États à revenir à une armée et une économie de paix. Cependant, on observe aujourd'hui un changement majeur dans l'industrie de défense européenne, comme un déclic qui nous permet de nous poser une question: comment la défense européenne s'organise ? Avant tout, il faut faire un peu d'histoire et remonter en 1991, date où l'URSS chute. Tous les pays du bloc soviétique se voient alors octroyer leur indépendance, y compris l'Ukraine. À l'époque, elle commence à diversifier ses relations. En 2014, après plus de 20 ans de paix, la Russie annexe la Crimée, alors région ukrainienne depuis 1991. Cette annexion signe aussi le début de la guerre hybride des forces armées ukrainiennes face aux forces séparatistes pro-russes de l'est du pays. Avec l'invasion de la Crimée, l'Ukraine est donc engagée dans une guerre qui vient se rajouter à des problèmes de corruption interne ou encore d'ingérence. Ce conflit marque aussi le retour de la guerre en Europe 15 ans après la dernière en Yougoslavie. Rapidement, l'OTAN, et plus précisément les pays européens, prennent conscience de l'émergence de cette menace et l'idée d'une relance de l'industrie est envisagée. Car l'industrie de défense de certains pays comme la France réalise n'être pas à la hauteur des nouveaux enjeux. En 2014, il faut couper les ponts avec la Russie. Un contrat d'1 milliard d'euros pour 2 porte-hélicoptères militaires français destinés à la Russie, les PHA, prend fin. De même, pour une collaboration autour d'un véhicule de combat d'infanterie destiné à la Russie et à l'Inde, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, je vous mets la vidéo en commentaire épinglé. Entre 2014 et 2022, les relations Europe-Russie restent tendues. Cet événement qui préfigure la guerre en Ukraine montre alors l'impact d'un conflit sur les industries de défense européennes, symbole de la souveraineté d'un État. Le 24 février 2022, les troupes militaires russes franchissent la frontière, et cela marque alors le début du premier conflit à haute intensité sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc est brutal, le quotidien des populations est bouleversé, Kiev est menacé et l'économie s'arrête de tourner. Tous les indicateurs sont dans le rouge, mais l'attaque éclair menée sur la capitale ukrainienne lors du premier jour de l'invasion a été un échec. La résistance ukrainienne s'organise et le front se stabilise. Aujourd'hui le défi est autre, il faut tenir. Cependant l'Ukraine ne possède pas la même capacité industrielle que la Russie, c'est donc l'OTAN et l'Europe qui lui procurent nombre de matériel pour permettre la continuité de sa lutte. La guerre en Ukraine n'a pas eu de répercussions financières directes sur des programmes militaires déjà en cours, du simple fait que la coopération avec la Russie était déjà suspendue depuis 2014. Cependant, depuis 2022, l'Europe apporte un soutien financier et matériel important à l'Ukraine pour lui permettre de poursuivre le conflit. Le premier problème soulevé par la guerre est donc la faiblesse de la chaîne de production des pays européens qui n'étaient capables seulement de produire des quantités minimes du fait du temps de paix. Le défi depuis 2022 est de renouveler les capacités de production de l'industrie européenne pour lui permettre de répondre aux nouveaux défis de production, c'est-à-dire assumer les dons de matériel financés par les États européens à l'Ukraine, assumer les productions des programmes de réarmement et de renouvellement des forces armées européennes à l'échelle nationale, et enfin assumer toujours plus de commandes étrangères. En France, l'industrie militaire est structurée autour de 2000 entreprises qui totalisent un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, dans un secteur en essor constant, stimulé par l'innovation. La France doit alors, avec la guerre en Ukraine, recentrer sa défense. C'est pour cela qu'en avril 2024, Eurenco, une entreprise française qui produit des propulseurs d'obus, a relocalisé sa production de poudre à Bergerac dans l'optique d'avoir une souveraineté en termes de défense nationale. Les industriels européens doivent répondre à la demande ukrainienne, répondre aux commandes extérieures et enfin continuer la modernisation de leur parc blindé. En France, le parc terrestre est modernisé dans le cadre du programme Scorpion. Il s'agit donc pour l'industrie de défense française très largement
dominée par Thales, Dassault, Naval Group ou encore Nexter, aujourd'hui KNDS France, d'augmenter leur capacité de production pour répondre à la demande croissante du marché. La France ne cesse par ailleurs d'augmenter ses commandes militaires. 9,5 milliards d'euros y étaient dédiés sur la période 2012-2016 et aujourd'hui 20 milliards d'euros de commandes rien que sur la période 2022-2023. Des investissements colossaux pour permettre une accélération des productions. Entre 2017 et 2022 par exemple, la France ne recevait que 3000 obus de 155 mm par an et aujourd'hui elle attend 15 000 obus par an d'ici 2025. KNDS France doit aussi remplacer les artilleries César données à l'Ukraine, tout en assurant la production pour l'export, sans oublier la commande française de 109 César Mk2 fin décembre 2023. Pour réussir cela, la firme annonce tripler ses capacités d'ici 2025 pour produire 75 unités d'artillerie par an. Les défis de production, en plus d'être structurés autour de la hausse de la demande, sont structurés autour de la nécessité de compétitivité des firmes européennes face aux entreprises américaines, mais aussi aux entreprises d'Asie de l'Est qui viennent prendre des parts de marché en Europe. C'est le cas de la Corée du Sud qui a séduit le marché polonais et le marché norvégien dans le domaine des blindés et de l'artillerie avec le K9. D'un autre côté, l'Europe essaie de limiter la différence de production avec la Russie, qui produit tout de même 3 fois plus que toutes les entreprises de défense occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine, preuve que le pays est dans une économie de guerre. La guerre en Ukraine marque aussi le début de nouvelles initiatives de l'Europe pour dynamiser, stimuler les industries de défense des pays européens et ainsi pousser les pays membres à s'acheter entre eux pour privilégier une défense européenne et freiner les importations ainsi que les dépendances. Les entreprises de défense européennes ne sont donc pas freinées par l'Europe lorsqu'il est question de fusionner, même quand il s'agit de 2 gros géants européens. On peut prendre l'exemple de KNDS, une firme franco-allemande qui a regroupé en 2015 l'entreprise française Nexter et l'entreprise allemande KMW, Krauss-Maffei-Wegmann, sous une seule et même maison KNDS. L'entreprise est détenue à 50-50 par l'État français et par la famille Bode-Wegmann, un statu quo menacé depuis décembre 2018 par la montée en puissance de Rheinmetall en Allemagne. La coopération entre industriels de défense est alors privilégiée. S'il y a 20 ans, chaque pays agissait indépendamment pour structurer son armée, malgré des essais de coopération non aboutis, aujourd'hui l'heure est à la collaboration. Depuis 10 ans, de nombreux programmes communs sont nés, mais c'est la guerre en Ukraine qui ravive des débats autour de la manière de gérer les initiatives privées qui doivent concorder maintenant avec les projets de collaboration des industries de défense et des pays. L'idée est donc d'inciter à la collaboration et à l'achat entre pays européens. La Commission européenne a donc en mars 2024 développé une stratégie pour accroître la production militaire européenne en répondant à 2 objectifs: réduire la dépendance aux États-Unis, auprès desquels 68% des achats militaires sont effectués, et pouvoir faire face à la menace russe. Le plan de la Commission tourne donc autour de l'augmentation des investissements et de la préparation de l'industrie européenne de défense. Les pays sont invités d'ici 2030 à acquérir 40% de leurs équipements de manière collaborative auprès de l'industrie de défense européenne en mettant potentiellement un cadre propice à l'achat comme l'exonération des règles de concurrence européenne pour l'intérêt commun ou l'exonération de TVA. L'Europe pose un cadre très avantageux à l'industrie européenne en mettant en place d'ici 2025 le programme EDIP qui mobiliserait 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour inciter les investissements communs en matière de défense. Mais l'Union européenne penche aussi sur la réorientation de certains prêts de la BEI, Banque européenne d'investissement, vers le renforcement de l'industrie de défense. De l'autre côté, la guerre en Ukraine, comme je l'ai dit, a poussé les pays européens à collaborer, et ce encore plus rapidement qu'initialement. Par exemple, le programme MGCS pour Main Ground Combat System a été marqué en octobre 2023 par une nouvelle impulsion qui vise à accélérer la collaboration en matière de savoir-faire et de diffusion des connaissances pour permettre au projet d'aboutir le plus tôt possible. Les industries de défense pensent aussi autour de nouveaux programmes, toujours pour moderniser les armées européennes. C'est le cas du SCAF mené par Airbus, qui devrait être le futur système de combat aérien de plusieurs pays européens, mais aussi le cas du projet European Patrol Corvette, ou EPC, lancé aussi en octobre 2023, un projet porté par plusieurs États européens sous la supervision de l'Italie pour aboutir à un navire de combat qui rentrerait en service au sein de différentes armées européennes, comme l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie. Tous ces programmes ont de nouvelles impulsions depuis la guerre en Ukraine, qui a renouvelé la manière de percevoir l'industrie de défense au sein de l'Europe. À savoir que des initiatives nationales concurrencent toujours les collaborations européennes, ce qui menace les perspectives de coopération. La guerre en Ukraine, c'est aussi la prise de conscience de l'Union européenne, des pays membres et des industriels de la place cruciale de l'innovation dans les armées. Des nouvelles armes technologiques vont modeler les conflits de demain. On peut parler ici des drones, mais aussi de l'émergence très puissante du cyber, la guerre numérique. Il faut donc que l'industrie de défense européenne se renouvelle et se restructure autour de ces nouveaux aspects de la guerre pour permettre aux pays européens de rester dans la course à l'innovation. Pour cela, les États membres demandent plus de financement à l'Europe,
C'est le cas par exemple de l'Estonie, la Pologne ou encore la France en mars 2024. Les demandes sont autour de l'augmentation du budget de défense prévu dans le prochain CFP, cadre financier pluriannuel qui sera étendu sur 7 ans entre 2028 et 2035 au sein de l'Union européenne. La France a demandé à la Banque centrale d'émettre des eurobonds, donc des obligations pour subventionner l'industrie de défense, au même titre que la Commission a débloqué 800 milliards d'euros pour la période post-Covid. Il s'agit pour l'Europe de se moderniser le plus rapidement possible avec ces nouvelles technologies, tout en continuant la lutte pour des achats communs entre États membres et empêcher des États comme la Pologne, qui a pris conscience de son armée négligée, de se fournir massivement à l'extérieur des frontières européennes. La guerre en Ukraine a fait émerger de nouvelles contraintes pour les blindés. Les drones suicides à bas coût par exemple qui viennent se cracher sur les véhicules posent la question de la viabilité de ces véhicules dans la guerre, mais font aussi apparaître la question de comment s'en protéger, mais aussi de comment s'en doter, car c'est en tout point une arme redoutable. Les pays européens financent donc en urgence des appels d'offres aux industriels de défense comme la France, considérablement en retard et qui fait marcher le système de collaboration européen. Les drones, plus largement technologie de demain, ne sont pas délaissés. Le programme Eurodrone, qui doit aboutir en 2027, mené par Airbus, Dassault ou encore Leonardo, une entreprise d'aéronautique italienne, montre la faisabilité d'une coopération nécessairement urgente entre industriels européens pour rattraper le retard de l'Europe sur ses concurrents. Il s'agit aussi dans le cyber de mettre en place efficacement une cellule de cyberdéfense pour tous les États européens, et cela en collaborant avec des startups ou des licornes qui émergent en même temps que ces technologies, qui les comprennent et qui sont aptes à rentrer dans le secteur très fermé et hautement compétitif de l'industrie de défense. En conclusion, l'industrie de défense européenne est bouleversée par la guerre en Ukraine. Il faut urgemment relancer massivement les productions pour l'Ukraine, pour chaque État et pour l'export qui n'est pas à négliger pour sa rente financière. Les enjeux sont aussi nombreux, il faut concurrencer les acteurs extérieurs à l'Europe ou encore essayer de rattraper la Russie en termes de capacité de production. Pour cela, la collaboration entre industriels et entre États est une nécessité. Elle est en train peu à peu de se faire, même si des conflits d'intérêts ont tendance à se dessiner. Néanmoins, on observe une accélération des collaborations entre acteurs européens, privés ou publics, une augmentation des capacités de production et plus généralement une prise de conscience qui pourrait approcher de plus en plus vite l'idée d'une défense européenne qui a pour l'instant encore du mal à se dessiner. L'objectif serait alors de se dissocier de l'OTAN sans pour autant le quitter pour permettre à l'Union européenne de devenir une puissance militaire en elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Si vous aimez les contenus comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.